Alors, j'ai sélectionné l'idée était de vous présenter les innovations récentes, pas celles de l'année, parce que vous savez qu'il faut quand même quelques années pour que les choses s'installent, s'utilisent et montrent des résultats en endoscopie biliopancréatique. Donc je vous ai sélectionné, on va dire, les thèmes entre guillemets à la mode de ces dernières années en pathologie biliopancréatique et celles qui pour l'instant impactent notre pratique. C'est parce qu'il devait faire le topo sur les lésions kystiques. Non, mais c'est un hommage. C'est un hommage à Laurent. Non, mais c'est pour les cours d'endoscopie, comme il devait la faire. On a eu un peu de chamboulement dans les programmes. Bon, en cathétérisme rétrograde, donc en diagnostic des pathologies pancréatiques, on va dire que ce qui est un petit peu à la mode, autant on n'a pas, entre guillemets, des évolutions techniques révolutionnaires sur le cathétérisme standard, que ce soit sur nos types de prothèses actuellement, nos moyens de prélèvement en première intention, etc. On n'a pas changé beaucoup notre matériel ces 5-10 dernières années. En revanche, dans l'exploration des voies biliaires, on a ce système qui, depuis une dizaine d'années, est étudié dans notamment le diagnostic des sténoses biliaires indéterminées. Et donc, c'est la cholangioscopie par système à usage unique, donc le système Spyglass développé par Boston Scientific. Donc on était passé d'une première version qui s'appelait le Spyglass sans rien d'autre à maintenant une deuxième version qui est Spyglass DS, et on est même au DS2, pour ce cholangioscope que vous voyez ici, donc qui s'insère dans le canal opérateur du duodénoscope, avec un opérateur qui soit tout seul, soit en équipe, à deux, on fait quand même souvent à deux finalement, utilise le béquillage de ce cholangioscope, ce cholangiopancréatoscope, pour aller, au cours d'une CPRE, monter dans la voie biliaire. Donc on avait des images ici, ça c'était la première génération de Spyglass qui nous permettait d'aller explorer donc, ces sténoses biliaires indéterminées. Et on en est maintenant à la version DS, pour Digital System, et donc on a eu surtout une amélioration, on n'a pas de changement de l'ergonomie de ce cholangioscope, mais on a une amélioration de la qualité des images, et donc vous voyez qu'on est passé à une qualité très proche de nos endoscopes traditionnels sur ces explorations, notamment des voies biliaires. Donc la cholangioscopie par voie orale, ça va être la possibilité d'une exploration directe des voies biliaires ou du canal pancréatique principal, au moyen d'un endoscope à usage unique. Les indications actuellement reconnues sont les applications diagnostiques, donc une sténose biliaire indéterminée pour laquelle on veut des biopsies dirigées sur la sténose, donc sous prélèvement visuel. Et on a des indications thérapeutiques qui sont notamment la prise en charge de la lithiase cholédossienne de grande taille après échec de la lithotricie, soit de la macrodilatation, soit de la lithotricie mécanique. Quelques autres indications, on va dire, à la nuit dont je n'ai pas parlé. Donc voici quelques images, ça c'était ce qui ne passait pas hier, donc du coup, déjà à quoi ressemblent des voies biliaires normales. Donc là on était au île, à la bifurcation, à la convergence biliaire principale, et donc vous voyez c'est un aspect nacré, trachéal, un petit peu en anneau, et donc sur une voie biliaire standard qui n'a pas eu ni prothèse, ni calcul, parce que les calculs induisent des remaniements inflammatoires de la voie biliaire, et bien en fait on a une paroi qui est extrêmement lisse. On réalise cet examen sous irrigation, sous pompe de lavage, en irrigation au sérum physiologique, et ça nous permet, on ne fait pas d'exploration sous insufflation à l'air ni même au CO2 pour les risques d'embolie gazeuse. Alors, à quoi ressemble la pathologie tumorale en voie biliaire? Je vous montre quelques films. Donc en fait, là, ça c'est la pince à biopsie qui est en fait positionnée et qui va ensuite permettre de réaliser des prélèvements. Donc en fait, c'est des sténoses qui sont souvent circonférentielles, érythémateuses, et je vais vous montrer après, qui peuvent être essentiellement nodulaires. Donc vous voyez, ça permet une exploration à la montée et à la descente de la sténose tumorale, la réalisation des biopsies et surtout de préciser la topographie, parce que parfois une des indications, c'est un geste chirurgical est envisagé, est-ce que ça touche la convergence, est-ce que ça touche la convergence cystico-cholédossienne ou le bas cholédoque, notamment pour toutes les pathologies type papillomatose biliaire. Alors une autre vidéo pour vous montrer également. Donc là, on monte très souvent sur fil guide pour pouvoir monter jusqu'au île, et on enlève le fil après pour redescendre et faire les biopsies. Voilà, donc ça c'était les deux dernières vidéos, c'est donc des cholangiocarcinomes avec des lésions qui sont, vous voyez, on va voir avec des végétations assez anfractueuses
et surtout une rigidité un petit peu de la paroi qui semble infiltrée. Ça, c'était pour vous montrer un peu les images. Et très souvent circonférentielles, en fait. Alors, par exemple aussi, un cas rare, mais qui nous avait interrogé, ça c'est un aspect de cholangite radique chez une patiente qui avait eu une vingtaine d'années avant une irradiation pour un lymphome, un Hodgkin. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'était des lésions, en fait, finalement, dont on n'avait pas la sémiologie endoscopique et qu'on est en train de découvrir. Et en fait, vous allez voir, on retrouve les atteintes radiques qu'on connaît dans la rectite radique, par exemple, avec en fait des tissus très fibreux, très sclérosés, une lumière rétrécie, et en fait on va avoir des anomalies, je ne sais pas si vous commencez à les voir ici, des anomalies vasculaires avec des petits vaisseaux, des télangiectasies. Et cette dame en fait avait une sténose du canal hépatique gauche suspendue, et donc on était entre un diagnostic de cholangiocarcinome ou une atteinte radique symptomatique puisqu'elle était dilatée, et donc la cholangioscope a permis et le diagnostic on va dire étiologique et le traitement, puisqu'on a pu cathétériser sous cholangioscope le canal hépatique gauche avec une sténose qui était extrêmement serrée. Donc vous voyez pas du tout l'image que je vous ai montrée avant du cholangiocarcinome. Alors la cholangioscopie, maintenant on a des études nombreuses qui a été utilisée dans ces indications, surtout diagnostiques, parce que les études en thérapeutique sont beaucoup plus hétérogènes, mais en tout cas sur l'apport diagnostique de la cholangioscopie, on a maintenant du recul et la littérature qui montre que cet examen est faisable avec une morbidité faible, avec quand même une sensibilité, les voies biliaires ça reste compliqué, qui est aux alentours de 60%, mais une spécificité bonne, notamment par la description, on va dire, visuelle des lésions, associée à la possibilité de réaliser ces biopsies et donc de l'anapathe. En revanche, quand on regarde dans cette méta-analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui permet d'augmenter la sensibilité de la cholangioscopie, c'est en fait la description, c'est-à-dire c'est l'œil de l'opérateur, et finalement, quand l'opérateur se prononçait sur un diagnostic avant le résultat des biopsies, eh ben, on augmentait la sensibilité de cet examen parce que la description des lésions est probablement plus fine que les résultats des biopsies qui sont contraints dans l'axe du cholangioscope, et parfois on ne peut pas biopsier ce qu'on voudrait en fait. Et donc, on parle de diagnostic optique ou visuel qui est probablement meilleur que le diagnostic histologique, ce qu'on retrouve un peu quand on caractérise nos polypes, parce que sur des lésions étendues, dès qu'on dépasse 1 ou 2 cm, on a un biais d'échantillonnage sur nos biopsies, on retrouve ça en cholangioscopie. Alors on a réalisé l'année dernière une étude française avec 7 opérateurs, où en fait on a lu 2 fois une centaine de films de Spyglass. On était complètement en aveugle de la clinique, donc on ne savait pas si le patient avait perdu 10 kg, il était ictérique ou quoi que ce soit. C'était des cholangioscopies qui étaient réalisées sur des malades très sélectionnés, donc c'était sténose biliaire indéterminée, pas de masse, premier prélèvement, première CPRE avec biopsie négative. Donc on était vraiment dans tout le diagnostic. Et 7 experts ont relu ces bandes vidéo pour essayer d'établir des critères sémiologiques des lésions, notamment malignes. Donc vous voyez, ce qui ressort en fait, on avait fait une quinzaine de critères à étudier. Ce qui sort en anomalie macroscopique associée au cancer des voies biliaires, c'était que sur le biliaire, pas le pancréas. C'est un aspect de villosité avec une hypervascularisation. La présence en elle-même d'une vascularisation irrégulière et ce que vous avez vu dans les vidéos, une couleur un petit peu foncée. Le matériel endobiliaire était listé et en fait en analyse en multivarié, il sort comme associé, on le décrivait déjà un petit peu dans les pathologies malignes. Quand il y a du matériel endobiliaire, c'est très très rarement associé à une pathologie tumorale, donc c'est en faveur d'une sténose bénigne quand on voit les calculs. Donc ici pour vous montrer à quoi ressemblent les calculs en cholangioscopie, donc pigmentaire brun. Ici, l'aspect donc végétant en villosité avec des hypervascularisations. Et en fait, ce qu'il faut bien déterminer, c'est que la vascularisation en fait, est située ici au centre de la villosité. Quand on a parfois un aspect végétant mais sans vascularisation, ça en revanche, ça ne sort pas. Et c'est parfois l'aspect qu'on peut voir régénératif suite à la pose de prothèse. Et ça, en revanche, c'est pas du tout un critère de malignité, c'est la présence villosité plus vascularisation. Voilà d'autres photos. Donc tout ça sont des photos issues de patients qui ont été réalisés dans les centres participant à l'étude. Donc vous voyez parfois des aspects très proliférants de ces végétations.
La vascularisation irrégulière, ici 2 photos, donc vous voyez la présence sur une lésion plane, hein, parce que les cholangiocarcinomes, parfois c'est des lésions extrêmement planes, d'une zone néoplasique. Également une autre photo ici, je vais vous en montrer. Voilà également, et c'est là-dessus que doivent être réalisées les biopsies. Donc c'est pour ça que parfois les biopsies sont mises en défaut, parce que c'est pas si simple d'aller prélever exactement ce qu'on voit, même si on a des pinces à biopsie dédiées. Et voilà la couleur, donc ça je vous rappelle une voie biliaire normale, et ça une sténose tumorale, et ben on est frappé, c'est pas un saignement spontané, c'est vraiment une modification en fait de la paroi cholédossienne qui devient beaucoup plus érythémateuse et foncée. Donc la cholangioskopie, clairement, on est en train un peu de démembrer sa place dans l'algorithme de la prise en charge diagnostique des pathologies biliopancréatiques. Et une autre innovation, une autre avancée, on va dire, 2 avancées dont je voulais vous parler, qui sont la radiofréquence. Donc c'est vrai que là, ça y est, on va commencer à en parler clairement dans nos RCP pancréas. Notamment pourquoi ? Parce qu'on peut faire maintenant, et c'est montré que c'est possible de faire de la radiofréquence pancréatique. Donc hier, c'est vrai que je disais qu'il y avait 2 systèmes disponibles, mais c'est vrai qu'il y en a un qui a été retiré. Donc il y a le système de T-Wong, qui est l'aiguille StarMed, qui est en fait relié à un générateur dédié qui nous permet de faire de la radiofréquence sous écho-endoscopie, avec une aiguille dédiée et un générateur dédié. Et on avait utilisé auparavant la sonde Habib, qui était commercialisée par EMcision et qui est maintenant qui a été rachetée mais qui a été retirée pour cause de nouveaux développements. Et c'est vrai que dans la littérature, vous verrez des patients qui ont été traités avec ces 2 systèmes. Donc la radiofréquence pancréatique, c'est le repérage d'une lésion de petite taille. En général, on est quand même limité sur la taille de la lésion, c'est moins de 2 cm. Sous écho-endoscopie, un diagnostic qui est établi, une validation en RCP de l'indication de radiofréquence. Là, pour l'instant, les études françaises qu'on a, je vais vous les montrer, c'est des patients non opérables. Et donc, on va réaliser sous écho-endoscopie la mise en place d'une aiguille dans la lésion ici, vous voyez, dans la tête du pancréas. On va, si c'est une lésion kystique, aspirer le kyste pour pouvoir collaber les parois et générer en fait la radiofréquence sous écho-endoscopie. Donc il n'y a pas besoin de choses particulières, c'est au cours d'une écho-endoscopie. Les aspects endoscopiques et morphologiques, ici la lésion, une tumeur endocrine, hypoéchogène bien délimitée. Au scanner, vous la voyez, elle est ici, la petite lésion endocrine. On va appliquer la radiofréquence et au cours du contrôle, en fait, on va voir les mêmes images de lacunes qu'on voit dans les sites hépatiques, hein, là où on fait préférentiellement de la radiofréquence actuellement chez nos malades. Et donc, on va avoir en fait la fantôme, la nécrose complète de la lésion traitée par radiofréquence. Donc Marc Barthé a colligé l'ensemble des cas français qui ont été réalisés en prospective dans le cadre d'une étude nationale qui était soutenue par la SFED, donc sur l'indication de cette radiofréquence chez les patients non opérables présentant des lésions, soit des tumeurs endocrines, soit des lésions néoplasiques kystiques du pancréas, donc des TIPMP ou des cystadénomes mucineux. Validation RCP, je vous rappelle, et donc proposition d'un traitement en option à la chirurgie, puisqu'elle était récusée sur les indications de ces malades, d'un traitement par radiofréquence. C'est un traitement qui a montré quand même des résultats qui sont tout à fait intéressants, puisque vous voyez, dans le groupe des tumeurs, donc une trentaine de patients, dans le groupe des tumeurs endocrines, et bien, au bout de 12 mois de suivi, en fait, on a 85% de disparition des lésions. Ce n'est pas des diminutions, c'est 85%. On a traité la lésion, on l'a guérie. On n'a pas encore les résultats à long terme, ils sont en cours. Et ce qui était intéressant, c'était en fait quand on contrôlait les malades un peu trop tôt, on n'avait que 65% à 6 mois, parce qu'en fait, il y a une action dans le temps de la radiofréquence avec une nécrose qui s'installe, qui est probablement assez progressive. Dans les groupes des lésions kystiques, des un petit peu moins bons résultats, mais quand même 65% chez des patients qui étaient jugés non opérables et sélectionnés quand même sur la taille des lésions. Quand on regarde la morbidité, elle a surtout été importante au début de l'expérience des opérateurs, puisque sur les 5 du premier malade, il y avait 10% de complications, mais c'était une pancréatite aiguë, une perforation retardée et une sténose du canal de Wirsung. Modification du protocole, amendement avec renforcement, on va dire, des précautions pour éviter ces complications, donc notamment des anti-inflammatoires pour la prévention de la pancréatite aiguë, une antibioprophylaxie pour éviter les surinfections, notamment des lésions kystiques, l'aspiration du kyste,
Et donc, suite à ça, en fait, 0 complication dans les suites du protocole. Donc vraiment, un traitement faisable sous écho-endoscopie. Et puis, une dernière innovation qui tient à cœur à Jérémy, la prothèse d'apposition tissulaire. En regardant le programme, je voyais qu'on n'en parlait pas aujourd'hui, quand même, il fallait le citer. Donc cette prothèse, c'est vrai, est apparue sur le marché depuis quelques temps et a obtenu cette année le remboursement pour le drainage des pseudokystes nécrotiques avant qui peuvent être éligibles à une nécrosectomie endoscopique. Donc c'est une prothèse qui est en fait un système tout intégré, que vous avez vu si vous étiez aux universités, qui a le mérite de pouvoir faire une ponction, de pouvoir dilater le trajet de ponction avec un système d'électrocoagulation, et puis de délivrer une prothèse métallique couverte complète en un geste en fait, sans échange, sans mise en place de fil guide dans la majorité des cas, et qui du coup est relativement, on va dire, agréable à manipuler et surtout diminue nettement nos temps de procédure et nos complications. Mais ça, il fallait le montrer. Donc, Jérémy a publié cette année l'expérience française en prospective multicentrique. Donc, c'est comme ça qui est un peu le reflet de la vraie vie. Sur le plan de la technique, ici un pseudokyste, mise en place toujours sous écho-endoscopie de cette aiguille. On va forer le trajet en autocouple. Là, vous voyez ici la libération de la collerette distale. On va tracter la collerette. Là, vous ne le voyez pas, mais c'est l'étape où on va libérer la collerette distale, la majorité des cas sous endoscopie, et ensuite la prothèse est relâchée dans son trajet, donc ici, pour établir une anastomose entre un pseudokyste et l'estomac. Là, vous voyez la vision endoscopique. Donc, quand l'opérateur est bien positionné, que les conditions sont remplies sur la faisabilité de cette kystogastrostomie, c'est un geste qui dure 5 minutes, et qui peut même être fait sans scopie. Donc voilà, beaucoup d'avantages à cette prothèse. Les indications potentielles, c'était évidemment la réalisation des kystogastrostomies sous écho-endoscopie, je viens de vous le dire, et puis les indications en pathologie biliaire, c'était la possibilité de réaliser des anastomoses colédocobulbaires, qu'on pouvait faire avant en cathétérisme rétrograde, enfin sous écho-endo, mais avec des techniques qui s'apparentaient plus à du cathé, mais qui avaient une morbidité importante, notamment donc ce qu'on appelait les cholédocodiodénostomies, et dont l'indication est les causes d'échec de ces PRE, soit parce que la papille est tumorale, obstruée, soit parce qu'il y a une modification anatomique, donc notamment les montages chirurgicaux, soit en diverticules, bon, c'est rare, mais on peut quand même être en échec de ces PRE, ou alors les modifications anatomiques qui rendent la papille complètement inaccessible, donc notamment les DPC, les Billroth 2 dans certains des cas, et quasiment tout le temps les ans en Y. Donc ces drainages sous écho-endo extra-anatomiques ont été simplifiés par cette prothèse Axios. L'expérience française est bonne. Donc il y avait, donc je vous ai dit, elle est parue en début d'année dans l'endoscopie. Succès technique de plus de 85%, 88%, donc sur 50 patients. Ce qui est intéressant, c'est que c'était multicentrique, donc vraiment, je vous le dis, un reflet de la vraie vie. Quand on arrive à poser la prothèse, succès clinique de 98%, donc vraiment la limite là est juste sur la faisabilité, et donc il y a des critères bien précis pour l'indication de cette prothèse, et quelques complications, mais à moins de 4%, qui sont notamment des complications à type d'angiocolique, mais qu'on a, je dirais, un peu dans toutes les techniques de drainage biliaire. Donc c'est une technique qui est faisable avec sélection des patients par les opérateurs. Quelles pourraient être les autres indications de cette prothèse pour information, elle a été également décrite dans le drainage vésiculaire, donc chez des patients non opérables qui présentent des cholécystites aiguës, donc avec un risque opératoire élevé. Là, je vous ai mis une publication de 2017. Il y a de multiples publications maintenant sur le drainage vésiculaire par Axios. Là, il y avait un nombre important de patients, donc c'est ça qui est intéressant. Toujours pareil, en fait, c'est une technique qui est extrêmement, finalement, assez simple à faire. 98% de succès technique. Succès clinique également, quand on arrive à poser la prothèse, elle vidange bien la vésicule ou la voie biliaire. Il y avait quand même 2 patients qui avaient des complications liées à la pose, une perforation, probablement parce que le site de pose de la prothèse n'était peut-être pas bien choisi, un saignement. Et en revanche, durant le suivi, donc sur le long terme, 3 patients qui avaient récidivé des cholécystites aiguës et 2 migrations de STET, et dont un syndrome de Bourret. Donc un drainage vésiculaire possible, les conditions, c'est peut-être quand même les patients, il faut les limiter aux patients non opérables pour l'instant.
Et puis quelque chose qui est en train de se développer, on voit arriver les publications maintenant sur des cas cliniques parce que c'est des situations rares, c'est les entéro-entéroanastomoses, et notamment une des indications sur lesquelles on en a posé, c'est des récidives post-DPC de l'anse montée, vous savez, avec des nodules de carcinose qui viennent obstruer l'anse biliaire. Et donc, en fait, les patients sont en angiocolique, mais pas par une sténose de l'anastomose biliodigestive, mais en fait par une sténose du pied de l'anse qui crée une hyperpression. Et en fait, on fait une dilatation et de l'anse et de l'arbre biliaire. Et donc voilà, pour vous montrer les images, c'est des patients qui ont des énormes anses biliaires complètement dilatées au scalaire. Et donc la possibilité, sous écho-endoscopie, en fait, de repérer cette anse digestive. Et comme cette prothèse permet une étanchéité importante, en fait, on vidange l'anse biliaire sur le plan des sécrétions digestives et de la bile dans l'estomac. Voilà, donc c'est pour vous montrer les possibilités et les thèmes actuellement à la mode. Donc on part vers une caractérisation des lésions biliaires et je pense qu'on va aller de plus en plus vers une précision diagnostique et le positionnement de la cholangioscopie. On réfléchit à des études en cours sur première ligne ou deuxième, première intention, peut-être qu'il faut le faire. Et puis le rôle majeur de l'écho-endoscopie. Je vous remercie.